Tour de Charlotte Gainsbourg et je suis heureux de recevoir Fabrice Bélangier, auteur de Charlotte Gainsbourg, l'exquise esquisse chez Mareuil Éditions. Fabrice, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. Pour ceux dont je fais partie, qui sont nés dans les années 70, nous n'avons pas réellement connu le glamour et les heures de gloire du couple formé par Serge Gainsbourg et Jane Birkin. C'est postérieurement que nous avons découvert à quel point la France suivait le quotidien de ce duo, de leurs rencontres à leurs instants de bonheur, de leurs disputes à leur terrible séparation. Il est donc normal que la petite Charlotte, née de cette union le 21 juillet 1971, soit sous l'œil des photographes dès son plus jeune âge. Pour nous, Serge était ce personnage médiatique ultra sensible qui, bien avant la mode du buzz, pouvait renverser une émission à tout instant. Sa timidité était palpable et il ne dupait personne en se protégeant derrière Gainsbar, la partie un peu pathétique et gênante de ce tonton, voire de ce papa que nous aurions aimé avoir. Quand Charlotte Gainsbourg est apparue dans le top 50, aux côtés de son père, dans le clip de Lemon Incest, elle est devenue immédiatement notre petite sœur. Celle dont nous partagions l'angoisse et la douleur lors de ses premières prises de parole sur les plateaux télé. Celle dont nous partagions la gêne lorsque son père lui imposait un baiser à la russe, le soir où elle reçut son César pour l'effronter. Celle dont nous partagions la peine et le manque à la mort de Serge. La bienveillance qui accompagnait instantanément tous ceux qui en parlaient ou qui l'interviewaient, nous la partagions aussi. Comme si la fille du couple le plus médiatisé de France devenait un peu l'enfant de tout le pays. Puis, elle a fait carrière, comme on dit, comme beaucoup de filles et de fils d'eux, me direz-vous. Mais là où Charlotte a été incroyable, c'est qu'avec un nom de famille si lourd à porter, elle a réussi à se faire un prénom. Combien de fois ai-je entendu « T'as vu le nouveau film de Charlotte ? Tu as vu cette pub avec Charlotte ? Tu as écouté l'album que Charlotte vient de faire avec R, avec Beck, avec Sébastien ?» Charlotte. Il suffit de dire ce prénom pour que l'on sache de qui il s'agit. En un peu plus de 45 ans, Charlotte aura réussi l'exploit d'être pratiquement tout le temps dans le collimateur des médias, sans jamais se galvauder ou se fourvoyer, bref, sans aucune fausseté. Que ce soit dans ses choix cinématographiques, musicaux ou la manière dont elle gère sa vie de famille, elle est probablement la fierté de ses parents, où qu'ils se trouvent pour la contempler, et par extension, un peu de notre fierté aussi. Fabrice Bélangier, vous avez passé 10 ans dans l'industrie musicale, dont une bonne partie chez Sony Music, et vous avez déjà signé une biographie sur le groupe Supertramp, qui fait office de référence aujourd'hui. Dans cette émission, j'ai une question rituelle, qui est de savoir comment l'auteur est entré dans la musique de l'artiste sur lequel il a écrit. Mais vous, avec Charlotte Gainsbourg, vous avez d'abord été sensible à la chanteuse ou à l'actrice ? C'était encore avant, puisqu'en fait, j'étais en classe avec elle en grande section de maternelle et encore préparatoire. Donc en fait, naturellement, quand elle a commencé à faire du cinéma et de la musique, je l'ai suivi instantanément. De manière naturelle, presque. Comme on suit une ancienne camarade de classe, en fait. Exactement. D'accord. Votre livre, que j'ai longuement lu, de 440 pages, s'articule autour d'une impressionnante somme de citations et d'extraits d'interviews sur tous les supports et dans tous les pays. Le découpage même est intéressant puisque le livre se divise en 3 grandes parties, l'actrice, la chanteuse et l'égérie. Pourquoi ce choix de construction ? C'est ce qui me semblait le plus adapté pour raconter la carrière de Charlotte Gainsbourg, en sachant bien évidemment que l'aspect le plus important est sa carrière d'actrice, puisqu'elle a pas arrêté de tourner depuis qu'elle a 12 ans, alors que pour la musique, il y a eu quelques périodes d'interruption. Très bien, très bien. On va justement parler de cette enfance. En guise d'introduction, dans votre livre, il y a un peu plus d'une vingtaine de pages sur l'enfance de Charlotte Gainsbourg, de sa naissance justement à son premier film, comme on vient de le dire. Et vous semblez confirmer que la famille composée de Serge, Jane, Kate et Charlotte vit tout d'abord des moments particulièrement heureux. En fait, le fait d'être né enfant star avec des parents aussi connus, c'est sûr qu'elle a dû vivre des moments que le commun des mortels n'a probablement pas vécu, que ce soit aller à des représentations de ses parents, s'amuser dans des clubs privés. Toutes ces choses-là font que
par définition, elle a pas eu une enfance commune. Ouais, c'est ça, elle décrit des moments où Serge et Jane sortent, rentrent au petit matin pour l'accompagner à l'école. Enfin, on sent qu'il y a à la fois une vie un peu de bohème et en même temps complètement dingue. Elle baigne dans la musique, elle raconte qu'elle entend les chansons de son père en permanence. Enfin, il y a quelque chose d'assez touchant dans les propos que vous rapportez. Et puis après, vous présentez une deuxième partie qui est un peu la fin des illusions et la séparation douloureuse de Serge et de Jane fait que Charlotte rentre dans une autre phase de sa vie d'enfant, en fait. Oui, la séparation des parents a toujours vécu comme une blessure profonde. Et bien évidemment, quand on vit une séparation à l'âge de 9 ans, je pense que c'est très... ça doit faire extrêmement mal. Et qu'à partir de ce moment-là, elle n'a pas eu le choix que de voir ses parents séparément, donc Jane Birkin en semaine et son père le week-end. On va pas faire un bond vers la fin de l'émission immédiatement, mais c'est à ce moment-là où on se rend compte de l'entente et de la complicité qu'elle a avec Kate. Sa demi-sœur en réalité, mais que Serge a élevé comme sa fille. Il l'a adopté pour ainsi dire, puisque malheureusement Kate n'a plus revu son père pendant de nombreuses années, et comme elle vivait avec sa mère et que sa mère s'est mise avec Serge Gainsbourg à la fin des années 60, c'était vraiment la sœur de Charlotte. Il n'y a pas de comme n'importe quel frère et sœur. Elles vivaient ensemble et tout se passait bien. Donc vous racontez son enfance, donc jusqu'à la sortie de l'Effronté. C'est là où donc les grandes parties de votre livre commencent. On attaque donc sur la partie cinématographique avec l'Effronté et bien entendu avec un film qui a suivi assez peu de temps après, Charlotte Forever. Charlotte. Alors, autre rituel de cette émission, je vous ai demandé de sélectionner plusieurs morceaux de la discographie de Charlotte Gainsbourg. Voici le premier. Pourquoi ? Alors, tout d'abord parce que c'est un titre que j'aime beaucoup. Également parce que je pense qu'il était impossible de faire une sélection de chansons sans choisir un titre composé par son père. Et pour la petite histoire, Serge Gainsbourg, qui aimait bien faire des emprunts, avait omis d'indiquer le nom du compositeur, puisqu'en fait la mélodie est extraite d'une chanson d'un compositeur russe, Aram Khachaturian. Et d'ailleurs, les ayants droit n'ont pas manqué de faire une action de justice pour obtenir gain de cause.
Alors, la carrière musicale de Charlotte Gainsbourg débute bien évidemment, comme on vient de le dire, avec son père. D'abord par le biais du single Lemon and Zest sur l'album Love on the Beat de Serge. Puis ensuite, avec Charlotte Forever, qu'on vient d'écouter, un disque taillé sur mesure pour elle. Parlez-nous un peu de cette période. Alors en fait, Serge Gainsbourg, après le succès de Lemon and Zest, a voulu faire tout un album pour sa fille. Et il s'est dépêché de composer. Le problème, c'est qu'il avait une bande originale à fournir pour le nouveau film de Bertrand Blier. Et donc, en fait, il s'est servi de certains titres pour... Il y a pas mal d'emprunts. Exactement. Également dans l'album. Donc, des chansons qu'il a recyclées de la bande originale du film de Blier, comme des chansons qu'il avait laissées de côté, dont une pour Adjani, notamment. Une autre qui a été un petit peu remaniée, qui avait été chantée par Catherine Deneuve. Et voilà, donc ça fait un album assez court, de 8 titres, qui est dans la même veine musicale que l'album Love on the Beat, ou celui qu'il allait faire après, You're Under Arrest. Tout à fait. Après le décès de Serge, Charlotte ne se voit plus du tout chanter. Elle dit d'ailleurs qu'elle ne se perçoit pas comme une chanteuse, qu'elle n'est même pas fan de sa voix et qu'elle n'imagine pas du tout refaire un disque. Pourtant, elle va participer, si elle a, à différents projets. Oui, alors son premier projet depuis la disparition de son père, c'est par le biais des Enfoirés avec la grande émission annuelle qui a lieu chaque année, où elle reprend avec sa mère un titre composé par Serge Gainsbourg pour Jane Birkin qui s'appelait Dig Doda. Ensuite, son premier véritable retour en studio intervient en 1996 pour la sortie d'un film, Love Etc., où elle chante la bande originale, la chanson titre plutôt, composée par Alexandre Desplat. Et quelques années après, elle va faire une rencontre assez déterminante en la personne d'Étienne Dao, qui va lui donner vraiment l'envie à nouveau de se remettre à faire un nouvel album. Et leur collaboration se matérialise sous la forme d'un duo, If. Qui est sorti sur son album Révolution en 2003 et qui sortira en single quelques mois plus tard. Oui, elle est d'ailleurs dans le clip et c'était intéressant de voir comme naturellement, alors que c'était pas le but au départ, je crois, de Dao, de travailler sur ce titre avec tous ces mots en if, finalement, de rendre un peu une forme d'hommage à Gainsbourg et que Charlotte réapparaisse sur ce type de chansons avec quelque chose d'assez intéressant. Ont-ils oublié leurs promesses? Au moindre rire, au moindre geste, les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, n'est-il péché que de jeunesse? N'est-il passé que rien ne laisse? Les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. Reste chez toi, vieillis sans moi, ne m'appelle plus, efface-moi, déchire mes lettres et reste là. Demain peut-être tu reviendras. Geste d'amour et de tendresse, tels deux oiseaux en mal d'ivresse. Les grands amours n'ont plus d'adresse. Quand l'un s'en va et l'autre reste, sont-ils chagrins dès qu'ils vous blessent? Au lendemain de maladresse, les grands amours sont en détresse lorsque l'un part et l'autre reste. De tristes adieux, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras.
d'adieu, que d'illusions. Si c'est un jeu, ce sera non. Rends-moi mes lettres et reste là. Demain peut-être tu comprendras. Ils n'oublieront pas leurs promesses, ils s'écriront aux mêmes adresses. Les grands amours se reconnaissent lorsque l'un part et l'autre reste. Alors Fabrice, vous avez choisi ce titre issu encore une fois d'une bande originale d'un film de Claude Berry, L'un reste, l'autre part. Oui, c'est le titre d'un film dans lequel elle tient l'un des rôles principaux et qui est tout simplement magnifique, une composition de beau ton et des paroles de Nathalie Reims, qui d'ailleurs avait participé à l'écriture du scénario du film. Arrive enfin 555, le premier album de Charlotte Gainsbourg depuis Charlotte Forever, et le premier sans son père. 20 ans se sont écoulés. Comment la collaboration avec le groupe R se fait ? Le directeur de la maison de disques Because Music, donc qui a signé Charlotte Gainsbourg pour son grand retour discographique, lui a demandé de trouver une collaboration miraculeuse avec un artiste ou un groupe pour développer ce qui allait devenir l'album 555. Après plusieurs tentatives infructueuses, pardon, pas de problème. Avec des artistes comme Moby ou Portiched, elle porte son dévolu sur le groupe R qu'elle apprécie particulièrement, et notamment la BO qu'ils avaient fait pour le film Virgin Suicide. Tout à fait. C'est intéressant parce que il y a d'autres incursions sur ce disque. On a Neil Hannon de Divine Comedy, Jarvis Cocker de Pulp. Comment ces personnes se sont greffées au projet ? Et en fait, le problème, c'est il s'est posé un problème assez rapidement dans la construction de l'album. C'était au niveau des paroles. Est-ce qu'il fallait les faire en français, en anglais ? L'ombre du père l'a conduit assez rapidement à ne pas risquer le français. Et donc, très rapidement, les membres de R ont préféré faire appel à un anglo-saxon pour faire les paroles, en sachant que Neil Hannon, donc le premier à avoir été sollicité, n'a pas pu faire toutes les sessions, puisqu'après il a dû repartir pour d'autres projets personnels, et donc c'est Jarvis Cocker du groupe Pulp qui a pris le relais. Alors, vous parlez de l'ombre du père. Quand j'ai préparé l'émission, je voulais absolument essayer de la faire sans parler de Serge, parce que c'est vrai que la tentation est grande. Et en vous lisant, je m'aperçois que c'est pas possible. C'est-à-dire que rien que sur ce disque, on sent que R aussi entre un complexe vis-à-vis de Serge et en même temps l'envie de lui rendre hommage. On retrouve du Initials BB dans The Song That We Sing. Dans Jamais, vous faites allusion à Cargo Cult. Morning Song, Charlotte évoque carrément Serge Gainsbourg. Donc, bon, voilà, même si elle ne fait aucune reprise ni rien, c'est un premier album où il plane. Oui, fatalement. Serge Gainsbourg est une icône de la chanson française. C'est un petit peu... lorsqu'on est la fille d'un tel artiste, c'est un petit peu dur de passer outre totalement. Donc, même après 20 ans d'attente. Exactement. Alors justement, après 20 ans d'attente, comment est perçu ce disque à sa sortie ? Extrêmement bien, puisqu'en fait il est arrivé premier du top 50 à sa sortie. Et il a fini disque de platine avec plus de 300 000 disques en France et je crois un peu plus de 450 000 mondes. Ouais, c'est ça, en fait, il sort dès le début, il y a une volonté de la maison de disques de le sortir en Europe et un peu aux États-Unis. Je sais plus si c'est celui-ci ou le suivant, mais je crois c'est ça, il sort aux États-Unis. Dès 555, ouais, il y a une distribution outre-Atlantique, ouais, tout à fait.
Incroyable. Alors bon, même avec le succès de ce premier disque, elle n'ose pas se frotter à la scène. Ce sera pas pour tout de suite. Les projets de films s'enchaînent. La maison de disques souhaite quand même qu'elle poursuive, puisque ça fonctionne bien, et qu'elle réfléchisse à un nouveau disque, et donc de nouveau à une collaboration aussi forte et aussi impliquée que celle qu'elle a pu avoir avec R. Donc cette fois, ce sera suite à la rencontre qu'elle fait avec Beck. Comment cela se déroule ? Un peu de la même manière que pour l'album précédent, c'est-à-dire que la maison disque lui demande de chercher un artiste qu'elle apprécie, et très rapidement le nom de Beck arrive. Donc c'est la maison disque qui la met en contact, parce que la timidité légendaire de Charlotte fait qu'il lui est à peu près impossible de faire ce genre de démarche en amont. Et comme avec R, Beck va lui tailler un album sur mesure, dont qui sera principalement caractérisé par un éclectisme musical assez poussé. On va en parler. Ce qui est fou, c'est que les artistes acceptent quasi instantanément. Ça veut dire que, déjà, bon, alors pour R, c'est un peu plus évident que pour Beck. Ils connaissent Serge Gainsbourg, ils connaissent souvent son travail. Beck a même utilisé du Gainsbourg dans Sea Change, enfin l'album Sea Change. Et donc il y a, enfin, vous prenez beaucoup de ses propos dans le livre, et donc elle est elle-même surprise de voir qu'ils acceptent assez vite. Donc ça donne lieu, comme vous venez de le dire, à IRM, donc l'album écrit par Beck. Là, elle prend un peu plus de plaisir quand même à jouer à la chanteuse ou à se sentir chanteuse. On ne sait pas encore dans la manière qu'elle a d'appréhender les choses. Elle est toujours un peu sur le fil quand même sur ce métier, ou en tout cas sur son rapport à la chanson. Votre regard sur ce disque, justement, comme vous le disiez, qui est plus éclectique peut-être que le premier. Que le précédent, pardon. Oui, je pense que c'est principalement lié à la personnalité de Beck, qui est un petit peu un touche-à-tout, qui aime bien expérimenter, essayer. Comme Charlotte a passé du temps dans la demeure de Beck pour réaliser le disque. Donc dès qu'elle avait une idée, dès qu'elle avait des extraits de livres, puisqu'elle a notamment inclus des vers d'Apollinaire, ou comme Le voyage au bout de la nuit de Céline. Donc en fait, tout ce qui lui parlait, Beck s'en servait, le remodelait et lui présentait des chansons aussi diverses que variées. Et puis comme dans cette famille, le sens justement, la famille a du sens, il y a la participation de ses enfants. Oui, alors sa fille aînée, Alice, a joué avec un interphone, et donc ses voix se retrouvent sur l'album, tout comme son fils aîné Ben, qui a fait de la batterie sur un titre, tout à fait. Help me to see what it's all coming to. Crumbs on the table and mud on these shoes. Treading so long I can't see where we've been. Tracks on the trail and nails digging in. Who's to say it's all for the best in the end? Some hands will rob you and some hands will beg. Some say they'll stay till the last dying day. But if actions can speak and words cannot do,
L'album est de nouveau bien accueilli, une nouvelle fois, la critique est avec elle, le public aussi, et Charlotte accepte enfin de se confronter au public. Comment passe-t-elle le cap et comment appréhende-t-elle donc cette première tournée ? Ça a été très compliqué puisque à plusieurs reprises elle était sur le point d'annuler ouais. et de pas partir en tournée. Et en fait, c'est à la fois Beck et sa mère qui l'ont vraiment poussé à faire ses premiers pas. Et elle a eu raison puisque sa tournée s'est extrêmement bien passée. Il y avait une 30aine de dates aux États-Unis, en Europe et même au Japon. Elle tourne avec un groupe qui est monté par Beck, avec certains de ses musiciens. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est les musiciens de Beck qui l'ont accompagné sur la tournée. Ouais. Ça va, ça pourrait être pire. Pour ce qui est de la setlist, elle refuse de se confronter au premier album, celui avec Serge. Elle boude un peu 555. Enfin bon, en tout cas, il est pas excessivement représenté. Et elle ne peut s'empêcher quand même de faire quelques reprises. Oui, elle reprend notamment une chanson de Bob Dylan qu'elle avait interprétée dans la bande originale du film I'm Not There, dans lequel elle jouait. Et elle fait également des titres de Serge. Alors, au tout début de la tournée aux États-Unis, elle chantait Sorry Angel, qu'elle n'a plus chanté après quand elle est arrivée en Europe. Mais elle a choisi deux autres titres de son père qui étaient Couleur Café et L'Hôtel Particulier. L'Hôtel Particulier de Melody Delson. Exactement. Bon choix, osé, mais bon choix. Donc après le succès de cette tournée, Charlotte souhaite laisser une trace, à moins que ce soit la maison de disques encore qui la pousse un peu dans ce choix, et elle veut pas faire un simple album live. Elle prend du plaisir, là on parle enfin un peu de plaisir, en tout cas dans les propos que vous rapportez, dans ses collaborations et dans le fait de travailler avec d'autres, et l'album qui suit est en partie un live et en partie une somme de différents titres enregistrés avec là, des gens très divers. Voilà, cet album s'appelle Stage Whisper, il est sorti en fin 2011. Et en fait, sa construction a varié au fil du temps, puisqu'au départ, il était prévu 3 titres inédits avec un album live, et il s'est transformé en fait un mini nouvel album avec 8 nouveaux titres et une sorte de best-of live, donc de sa tournée IRM. Alors, parmi les personnes qui interviennent, on retrouve plein de gens. On trouve Azat Akon, je crois, d'Electric Guest. C'est ça. Charlie Fink de Noah and the Whale. Conan Mocassin également. Et bien évidemment Beck, puisqu'en fait les 4 chansons que l'on retrouve dans cet album, pour la plupart, c'était des chansons qui étaient préparées pour IRM et qui n'avaient pas été finalisées pour une raison ou pour une autre. À l'exception de Terrible Angels, qui était le premier single, qui là est une demande express de Charlotte à Beck pour faire un titre électro-rock. Puis il y a Conor O'Brien, je crois aussi, des Villagers, avec qui il y a une entente qui perdure, parce que elle est venue sur scène lors de ses concerts. Elle l'a vu sur scène, et puis ensuite il a fini par enregistrer sa propre version. Ouais, c'est ça. Le titre s'appelle Mémoire, et c'est une très très belle chanson aussi. Bon, alors l'album est intéressant, mais il va volontairement dans différentes directions. Alors que jusqu'à présent, on avait quand même des albums très très cohérents. Conclusion, elle brouille un peu les pistes et elle perd un peu les gens sur ce disque. C'est clairement l'album qui a le moins bien marché. Je pense que c'est pas étranger au fait que c'est un concept un peu hybride, et puis aussi les albums live par principe marchent très souvent moins bien que les albums studio, purement studio. Find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't
vanish if one day you just up and leave. And I always find something wrong. You've been putting up with my shit just way too long. I'm so gifted at finding what I don't like the most. So I think it's time for us to have a toast. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Let's have a toast for the jerk-offs that'll never take work off. Baby, I've got a plan. Run away as fast as you can. Vous avez du nez, Fabrice Bélangier, car en préparant cette émission il y a plusieurs semaines, vous nous avez demandé de diffuser cette reprise de Kanye West, et Charlotte clôture quasiment tous ses concerts, comme celui qu'on a pu voir le 28 mars dernier à la Cigale, avec cette chanson. Pourquoi ce choix ? Parce que je trouve que c'est une très très belle reprise, qu'elle interprète admirablement bien. Et c'est toujours intéressant de l'entendre interpréter des chansons d'artistes différents. Surtout qu'on l'attendait peut-être pas dans ce registre. Certainement pas. C'est une belle surprise. Alors comme toujours, je peste en regardant le chrono. Il nous reste un peu de temps, une petite dizaine de minutes pour aborder le dernier album, l'excellent dernier album, Reste. Et c'est donc une nouvelle collaboration, de nouveau avec un artiste français, Sébastien. Oui, alors Sébastien, ça fait depuis 4-5 ans qu'elle préparait l'album. En fait, au tout départ, elle avait poursuivi sa collaboration avec Conan Mocassin, qui avait travaillé avec elle sur une chanson de Stage Whisper. Mais très rapidement, elle voulait s'orienter vers des sonorités un peu plus électro. Et les musiques de Sébastien lui plaisaient énormément dès le départ. Donc en fait, ils se sont rencontrés au tout début. Ça s'est pas spécialement bien passé puisque leur premier rendez-vous, il est arrivé un petit peu imbibé. Oui, il raconte qu'il est arrivé un peu imbibé, effectivement. Mais malgré tout, elle savait que c'était avec lui qu'elle voulait travailler et rapidement, ils se sont très bien entendus. Entre-temps, sa sœur Kate est décédée et c'est là où elle a pris beaucoup plus d'assurance en prenant le parti d'écrire les textes, tous les textes quasiment de son nouvel album, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à présent. Elle en profite aussi pour glisser un titre qui date d'une rencontre à l'époque de Stage Whisper avec Paul McCartney, rien que ça. Donc, Oui, en fait, elle l'avait contacté et à sa grande surprise, Paul McCartney avait répondu à sa requête. Ils ont déjeuné ensemble, donc c'était en 2011. Et en fin de repas, elle lui a glissé avant de partir si vous aviez une chanson, je la prends. Je la prends, oui, sans aucun problème. Et quelques semaines plus tard, elle reçoit une démo de la chanson qui se retrouvera finalement sur l'album Rest, Songbird in a Cage. Mais à l'époque, c'est une version qui n'a absolument rien à voir avec la version qu'on connaît, ouais, ça. Puisqu'en fait c'est une balade. Le tempo a été changé. Exactement. Ouais. Ça a été complètement déstructuré pour en fait correspondre à la couleur générale de l'album Rest, qui est quand même un album à dominante électro. Et c'est intéressant parce que donc je l'ai dit et je le répète, votre livre est vraiment constitué d'énormément de citations et d'extraits d'interviews, et on retrouve une Charlotte qui passe le plus clair de son temps dans les années passées à douter et de ne pas vouloir chanter en français, ne pas vouloir essayer en tout cas de s'éloigner un peu de la forte présence, donc comme on l'évoque dans cette émission, de son père, etc. Et avec Reste, alors là c'est tout l'opposé finalement. Elle parle de Kate, elle chante en français, elle écrit, elle est très claire dans ses mots. Là elle arrive sur scène directement avec une chanson où elle parle quand même de son père allongé, voilà, sur son lit de mort. Donc voilà, comment vous voyez ça, enfin...
C'est une décision qui s'est faite, qui a été prise naturellement. Je pense que le décès de sa sœur a été vraiment le point de départ de s'affranchir de beaucoup de choses pour lesquelles elle n'aurait jamais osé franchir le pas auparavant, quoi. C'est parler de choses aussi personnelles comme la mort de sa sœur, le décès de son père. Enfin, c'est des choses qui effectivement 1 ou 2 ans auparavant, ça aurait été même pas imaginable, enfin pour le grand public, quoi. Ouais, elle est en train à chaque fois de gravir un palier supplémentaire dans sa démarche artistique. Je trouve que c'est particulièrement réussi avec Rez. Ouais, et la tournée actuelle enfonce le clou, puisque les derniers interdits sont franchis. Elle joue du piano, elle qui avait un complexe énorme derrière cet instrument, et elle s'autorise à chanter les 2 titres en duo avec son père, où elle fait les 2 voix. Ben voilà, pareil, sur les tournées précédentes, elle disait que ces titres-là, enfin, c'était des titres intouchables, qu'elle les chanterait probablement jamais sur scène. Et voilà, c'est chose faite aujourd'hui, de la même manière qu'elle a, pour la première fois, elle a commencé à réaliser ses propres clips, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Donc à chaque fois, elle gravit des échelons, et avec beaucoup de succès, puisque cette année, elle a remporté une victoire de la musique, sa première, et je pense que c'est amplement mérité. On va écouter votre dernier choix, extrait de Rest, Deadly Valentine. Alors, Deadly Valentine, Fabrice. J'adore son rythme hypnotisant, et puis c'est une invitation à la danse magique. Belle conclusion. Merci Fabrice Bélanger pour ce moment passé ensemble autour de Charlotte Gainsbourg, chanteuse. Je rappelle que pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'actrice, mais aussi sur l'égérie de mode, ils peuvent se procurer votre excellente biographie, Charlotte Gainsbourg, l'exquise esquisse chez Mareuil Éditions. Toutes les informations sur le livre ainsi que la playlist de tous les titres diffusés dans cette émission et en intégralité, ainsi que le podcast, sont disponibles sur le site de Fréquence Protestante et la page Facebook de l'émission. Et on se quitte avec un titre issu de l'album IRM que j'aime tout particulièrement, La Collectionneuse. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir. Au revoir. Constantly. Ooh.
These days I'm fast forwarding. La collectionneuse.